Bonjour tout le monde, moi c'est Alexandre. Mon visage vous est peut-être familier parce qu'on s'est peut-être déjà croisé lors d'événements au Québec, événements à caractère médiéval historique. Malheureusement cette année, pour les raisons que vous connaissez, je vous ai manqué, que ce soit au Salon de la Passion médiévale ou encore je vous manquerai pour le festival de l'Anaudière cette année et malheureusement pareil pour les médiévales de Béthanie. Écoutez, je voulais simplement vous dire bonjour et on nous a demandé de vous préparer quelques capsules. Alors j'ai pu travailler dessus avec quelques amis et mes filles. On vous a préparé des capsules à caractère plus historique et aussi quelques capsules un peu plus légères, familiales. J'espère que vous les apprécierez. Je vous souhaite un excellent festival de l'Anaudière en ligne 2020 et prenez soin de vous et je vous souhaite de passer un bon été. Voilà. Alors maintenant je vais prendre la grosse voix et c'est parti pour les capsules historiques Artilleurs 1400. « 1380-1422, nous sommes au cœur de l'un des conflits les plus illustres du Moyen-Âge, la guerre de Cent Ans. Pendant le règne de Charles V, de 1364 à 1380, les victoires françaises sur l'envahisseur anglais se sont multipliées. Sa domination est alors indiscutable. Ce regain de puissance militaire ne repose pas seulement sur une armée régulière, menée par une élite féodale, mais aussi sur un système alors en plein essor. Les routes. Il s'agit de troupes de mercenaires, des soldats de profession, organisés d'abord en lance puis en compagnie, comptant environ une centaine d'hommes, et menés par des commandants de valeur, parmi lesquels Bertrand du Guesclin. C'est une période constituée de multiples escarmouches et prises de places fortes, permettant aux Français de reprendre les territoires occupés par les Anglais. Le règne de Charles VI, de 1380 à 1422. En revanche, passé l'élan patriotique et ne restant des positions anglaises en France que quelques villes côtières, les régionalismes s'accentuent. Une division qui permet aux Anglais de reprendre plusieurs villes et d'étendre leur influence sur le continent. On voit apparaître un clivage qui posera les bases de la future guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Une situation politique et économique qui dégénère jusqu'à la terrible défaite d'Azincourt en 1415. Ou victoire, selon votre employeur. Les routiers font toujours l'objet d'un système fort en demande, leur mobilité, leur expérience les menant à servir au sein de plusieurs conflits à travers l'Europe, monnayant leurs hommes et équipements à bon prix. On retrouve plusieurs traces de ces lettres de retenue, de ces contrats spécifiant les services dus et les tarifications. Les ports de Wawel, artilleurs 1400, représentent une lance de mercenaires, composée d'un capitaine, de ses gens et hommes d'armes regroupés autour du ribaudequin qui fait leur fierté et leur renommée. Danse macabre. En l'an 1400, seigneurs et villes font grand usage des mercenaires qu'il est plus aisé de payer au contrat plutôt que d'entretenir des armées régulières. Originaires de toute l'Europe, ces militaires de carrière sont organisés en lances, des groupes de 5 à 10 hommes, recrutés et rassemblés pour former les franches compagnies. Expérimentés et mobiles, ils sont redoutables en temps de guerre et craints en temps de paix, car connus pour leurs exactions sur la population civile. Eustache Deschamps écrit en 1369 « Ces soldats détruisent le pays par leur pillage, tout honneur perdu. Ils aiment s'appeler gendarmes, mais ils parcourent la campagne, dévastant tout sur leur passage, et les pauvres gens sont forcés de fuir devant eux. » Concernant les cités-États italiennes, qui emploient un grand nombre de ces vétérans de la guerre de Cent Ans pour maintenir l'ordre et mener leur guerre, les mercenaires ne sont souvent même pas admis dans la ville qui les embauche, en raison de leur réputation. Ils vivent donc
dans d'immenses campements installés à l'extérieur de l'enceinte fortifiée. Bonjour, ici le capitaine Facile pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on monte le camp. Mais on se fait pas de blague, à presque 40 degrés, le capitaine Facile ne sera pas en armure aujourd'hui. Non. Pourquoi on peut pas mettre de short, c'est pas juste? Ça, c'est le capitaine en short, vous restez en costume. Allez, c'est parti. Le chapiteau est monté, donc déjà on commence à avoir une bonne idée, une bonne vue de l'esthétique finale de la tente. Maintenant il va s'agir d'attacher les murs, donc de soulever la toile de canevas et de faire le tour avec les attaches. Et très bientôt on va pouvoir avoir notre tente prête et la meubler. Maintenant le bas de la toile qui est sécurisé au sol à l'aide de piquets, ce qui va permettre de tendre les murs, de laisser s'écouler l'eau vers l'extérieur, vers le bas de la toile. Et voilà pas mal à quoi ça ressemble. Maintenant, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. On a parlé tantôt d'habiller la tente. Eh ben, on va rajouter quelques petits accessoires parce que c'est les vacances, on va se faire du bien. Allez, hop. La tenue civile d'un soldat de l'époque ne diffère pas de la mode en vigueur. Mais leur mobilité à travers l'Europe permet d'envisager un mélange occasionnel et raisonnable des styles vestimentaires. La tête peut être couverte d'un cale de lin, d'un chapeau ou d'un bonnet de laine ou de feutre, ou encore d'un chaperon à queue, très à la mode. Le corps, lui, est habillé d'une chemise de lin, puis d'un doublet de laine. Cette tenue est complétée d'un manteau, lui aussi de laine, qui peut prendre différentes formes. Au bas du corps sont portés des braies de lin, auxquels sont attachées des chausses de laine. Les chausses sont parfois attachées au doublet aussi. Les pieds sont couverts par les chausses si celles-ci sont complètes, ou couverts par des chaussettes de laine montantes et roulées au-dessous du genou. Les chaussures sont de cuir. L'ensemble est complété d'une série d'accessoires de la vie quotidienne, tels que un sac en toile, ceinture de cuir, couteau utilitaire, dague, sacoche de cuir attachée à la ceinture. La tenue militaire obéit à une réglementation plus stricte, car les lances obtiennent leur contrat en échange d'hommes équipés. Elle peut consister en un équipement de base, comprenant une veste rembourrée, un gambison ou jaque, des gants de fer et une protection à la tête sous la forme d'un chapelle ou d'une cervelière, additionné d'un gorgerin ou capuchon de maille. On retrouve aussi le bassinet, avec ou sans visière. Cet ensemble peut être enrichi d'une cotte de maille et d'une brigandine, de protection de cuir bouilli aux membres ou encore de pièces d'armure de fer pour les plus aisés. L'équipement offensif varie en fonction du rôle de l'infanterie. En plus de leur dague, les soldats portent une lame plus longue, un fauchon ou une épée courte. Un bocle, petit bouclier rond, il peut être attaché à la ceinture.
Enfin, ils reçoivent l'équipement relatif à leur rôle. Arbalétrier, lancier, pavoisier, archer ou artilleur. Ainsi, l'arbalétrier se verra attribuer un large et haut pavois pour lui fournir un abri pendant le temps de rechargement de son arme. Un lancier peut manipuler plusieurs types d'armes d'ast, la lance, le couteau de brèche, la vouge, et s'équiper d'un bouclier de taille variable, jusqu'au pavois. Les artilleurs sont équipés de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement et à l'entretien des canons. La structure de notre ribaudequin est inspirée de plusieurs illustrations d'époque, enluminure, de pièces de musée et illustrations ou interprétations modernes. Elle a donc été conçue pour respecter une esthétique propre à la période représentée, 1380-1422, tout en permettant d'être démontée pour faciliter le transport. Le mantelet, panneau défensif de notre ribaudequin, est décoré d'une fresque dite des Trois Morts et des Trois Vifs. Ce type d'art, appelé art macabre, est fréquent au XIVe et XVe siècle, alors que la guerre et les épidémies ravagent l'Europe. Que ce soit dans les lieux de culte ou les contes populaires, la mort est omniprésente et aime se rappeler aux vivants par le biais de différentes mises en scène et morales. La plus célèbre apparaît en 1424, la danse macabre. L'utilisation de la poudre noire en Europe est attestée par plusieurs chroniques ou états de compte dès les années 1326. L'artillerie est utilisée et mentionnée tant par Édouard III que par les Français à la bataille de Crécy en 1346. À côté des canons, lourds et difficiles à manœuvrer, apparaissent des armes à poudre noire, basées sur le même fonctionnement, mais à une échelle réduite, permettant à l'infanterie, beaucoup plus mobile sur le champ de bataille, d'en faire usage. Ce sont les traits à poudre, ou canons à main. Le ribaudequin consiste en un assemblage de ces canons miniatures sur une structure roulante qui, en plus de générer un tir groupé qui compense le manque de précision de ces armes lorsqu'elles sont utilisées individuellement, s'avère très mobile sur le champ de bataille. Dans l'excellent Medieval Handguns de Sean Lackland, dans la collection Osprey Weapon, on peut lire, à la page 14, « L'utilisation d'armes à poudre noire a été plus clairement enregistrée lors de la rébellion de certaines villes industrielles flamandes, menée par Philippe van Artevelde, contre Louis II de Flandre. Lors de la bataille de Beverwoesveld, le 3 mai 1382, les forces de Louis II étaient au moins 5 fois plus nombreuses que celles des rebelles. L'armée gantoise a donc pris une position défensive, avec un étang sur un flanc et de l'artillerie sur l'autre. Leur artillerie était justement composée de ribaudios, des brouettes montées avec 3 petits canons ou plus, protégées des attaques par de longues pointes de fer sur le front. Les ribaudios assuraient à la fois la mobilité et la concentration des tirs. Voyant la forte position des Gantois, Louis II veut les attendre. Mais ses alliés, les miliciens de Bruges, s'enivrent et chargent les rebelles en contradiction avec les ordres. La milice disposait de plusieurs canons à main d'un type indéterminé, mais dans leur état d'ébriété, ils n'ont pas réussi à les utiliser efficacement, ni aucune autre arme. Et alors qu'ils trébuchaient en avant, les ribaudios leur ont lancé une volée de 300 canons, suivie d'une manœuvre de flanc des Gantois autour de l'étang. Puis, une deuxième salve de ribaudios a fait fuir la milice brugeoise dans la panique, et sa peur s'est étendue au reste de l'armée de Louis II. Les Gantois s'avancent et massacrent leurs ennemis, remportant ce qui aurait pu être la première bataille dans laquelle une concentration de tirs d'armes à poudre noire a joué un rôle important. Non, oui,